Si l'occasion se présente, ne pas hésiter. Bien, bonjour à tous. On va démarrer dans 1 minute pour respecter le timing, le temps que tout le monde s'assoit. Ok, bonjour à tous, il est 14h15, on va parler de logistique, donc on va essayer d'être à l'heure, ça tombe bien, c'est le concept de nos métiers. Une conférence cet après-midi dédiée à la Green Supply Chain. Et nous, professionnels de cette filière, on va vous expliquer un petit peu comment nos entreprises voient les choses. On s'est aligné sous nos photos, donc c'est plus simple pour tout le monde. Donc je suis Fabien Esnou, je suis le président d'une entreprise qui s'appelle Sprint Project et je suis aussi administrateur d'une association qui s'appelle France Supply Chain. J'ai à mes côtés le plaisir d'accueillir des gens que je connais bien, d'autres que je découvre aujourd'hui. On va commencer par mesdames. Laure, tu ouvres ? Bonjour, Laure Flottard. Donc j'assure moi la direction de l'activité logistique chez PTV Group. Bonjour, Justine Normand, je suis responsable transport pour l'enseigne Gémeaux. Bonjour à tous, Jean-François Génor, directeur de transport de France Boisson. Bonjour à tous, Tariel Chameroy, je suis directeur RSE de DB Schenker sur le territoire national et l'Afrique du Nord. Bonjour, Gabriel Schumacher, Bosch et Siemens électroménager, donc BSH électroménager, directeur logistique. Alors, on découvre, nous, on est vraiment des experts de cette filière qu'on appelle la logistique ou la supply chain, comme vous voulez. Donc, on découvre un petit peu ce salon qu'on ne connaissait pas forcément. Et moi, j'ai pris quelques verbatims sur le journal de l'événement. L'heure des choix, je lisais, première conférence ce matin. Donc, l'heure des choix, c'est bien, c'est quelque chose qui nous parle un petit peu. Et puis, à la volée, j'ai vu pas de science sans conscience. L'économie est à l'heure des renoncements et choisir, c'est renoncer. Bon, alors je trouve que c'est quelques leitmotifs qui sont assez intéressants. Ce qu'on voulait cet après-midi, c'est vous partager les engagements responsables de nos entreprises dans notre filière. Ces engagements, comment ils se traduisent directement au niveau opérationnel, quels sont les premiers retours d'expérience et un certain nombre d'enjeux
autour des sujets de la mutualisation. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà, les grandes entreprises qui sont présentes vous expliquent c'est quoi l'engagement RSE dans leur propre groupe. Et on va commencer du coup par toi. Donc, pour Gémeaux, donc, notre engagement s'inscrit dans une démarche globale de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et donc sur mon périmètre, donc la partie transport aval, donc le transport qui part du site logistique pour aller livrer le magasin, on s'inscrit dans une démarche qui s'appelle Agir pour le climat et qui est un pilier de Gémeaux for Good. Nous avons eu beaucoup de difficultés de notre côté à élaborer une stratégie environnementale pour la partie transport. On a eu des difficultés à trouver une expertise et nous avons décidé d'être accompagnés de Fret 21, donc porté par la UTF, donc l'association des utilisateurs de fret, et qui nous ont mis à disposition toute une boîte à outils et des matrices de calcul pour nous faciliter en fait pour nous faciliter le bilan, pour pouvoir réaliser le bilan de nos émissions de gaz à effet de serre et toute la mesure des actions qu'on pouvait projeter. Aujourd'hui, avec ces outils qui sont créés par l'ADEME, nous projetons une réduction de nos gaz à effet de serre de 15% à horizon 2023. C'est l'objectif que nous avons réalisé, donc qui est concret pour nous, hein, puisque c'est nous qui l'avons réalisé avec les tableaux de simulation. Et la démarche, l'accompagnement de Fret 21 nous a permis vraiment de structurer cette démarche pour pouvoir ensuite concrétiser nos actions. Justine, si je peux me permettre, juste pour ceux qui ne connaissent pas Gémeaux, tu peux nous dire quelques mots sur c'est quoi le périmètre, la taille du groupe, enfin, oui, qu'on envisage de côté le volume aussi que ça représente derrière. D'accord. Donc Gémeaux, c'est une enseigne qui fait partie du groupe ERAM. Le groupe ERAM, c'est une entreprise familiale, un actionnariat familial qui est ancré dans le cœur des Mauges. C'est la 3e génération aujourd'hui qui est à la tête de l'entreprise et c'était l'un des plus gros fabricants de chaussures qui a décidé en 1991 de s'orienter vers la distribution, de se diversifier vers la distribution. Et du coup, l'enseigne Gémeaux a été créée en 1991 pour pouvoir habiller toute la famille, chaussures, vêtements, textiles, sous le même toit, dans des magasins qui se situent en périphérie. Aujourd'hui, on s'est décliné plutôt sur un prêt-à-vivre qui associe à la fois les produits à un service pour faciliter la vie des familles. Gémeaux, c'est 440 magasins en France et à l'international. Aujourd'hui, c'est 845 millions de chiffre d'affaires. On est aujourd'hui reconnu la 6e enseigne de l'équipement de la personne. Et pour avoir des infos un peu plus logistiques, on est à 35 000 livraisons par an. On livre 280 000 contenants par an. Et on utilise aujourd'hui un maillage de 12 plateformes de distribution. Donc la problématique des enjeux de responsabilité sociale dans nos entreprises, c'est comment l'entreprise et la gouvernance déjà prend des décisions et comment ça va redescendre au niveau des opérations dans nos métiers. Et on parlera un petit peu des retours d'expérience. Gabriel, pour BSH. Alors au niveau de la gouvernance, c'est vrai, c'est assez récent qu'un RSE, un officier RSE a été embauché au niveau de la structure à Munich. Donc BSH, comme je le dis, c'est le premier fabricant d'électroménager en Europe. Et dans le monde, on a 43 usines, il y a 60 000 collaborateurs et ça fait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur la France, qui est ma partie, hein, donc je suis responsable à partir du moment où les produits finis, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, congélateur, four, plaque de cuisson, quittent les usines. Donc je fais les commandes aux usines et ensuite jusqu'à la livraison chez nos clients, Darty, Boulanger, Schmitt, Mobalpa, le circuit long aussi. Et donc l'entrepôt national est situé à Tournan-en-Brie. Et le challenge, c'était effectivement de mesurer, hein, ce qui était hyper important. Et donc effectivement, là aussi, Fret 21, qui a son stand en PL36, hein, nous a aidés. Et donc du coup, on a mesuré toute l'empreinte carbone au départ des usines, des produits finis, jusqu'à l'arrivée sur le site de distribution, et ensuite toute la partie livraison chez nous. Et à partir du moment où ce qu'on mesure, on peut le changer. Hein. Donc il y a un officier qui a été nommé au niveau du groupe,
Et sur la partie Europe de l'Ouest, il y a aussi un officier qui a été nommé. Donc maintenant, les dirigeants mesurent l'importance de l'impact carbone et mettent en place des structures pour pouvoir effectivement avancer dans ce domaine-là. L'objectif du groupe Bosch, hein, donc, qui est notre maison mère, c'est d'être en empreinte carbone neutre, hein, sur toute l'activité, toutes les activités. Merci. Jean-François, sur France Boisson. Alors, France Boisson, déjà pour resituer un petit peu l'entreprise, c'est une entreprise de distribution spécialisée qui adresse le monde de la consommation hors domicile, hein, donc très concrètement la livraison des cafés, hôtels, restaurants dans toutes les gammes de boissons que vous pouvez retrouver à la carte de ces établissements, donc les familles bière, eau, vin, spiritueux, etc. C'est 50 000 clients en France et à peu près 25% du marché adressé sur la métropole. 70 sites de distribution, 2400 collaborateurs et une flotte opérée en propre de plus de 700 véhicules poids lourds. Donc au niveau des engagements, en fait, le groupe France Boisson est aussi filiale du groupe Heineken, deuxième brasseur mondial. Et l'ADN du groupe Heineken en termes de RSE, c'est brassons un monde meilleur. C'est-à-dire que c'est l'engagement basé sur donc 3 piliers, un pilier social, un pilier de consommation responsable et évidemment un pilier environnemental. Et donc l'engagement qu'a pris le groupe Heineken au niveau mondial, c'est 0 émission nette de CO2 à horizon 2040, avec un palier de 30% en 2030. Et ce palier de 30% en 2030, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est 100% sur le spectre scope 1, scope 2, c'est-à-dire la partie produite, la partie production, aussi bien donc de la partie brassage, la partie production, que pour ce qui concerne France Boisson, notre flotte de camions, puisqu'on considère que c'est notre outil de production. Voilà, donc l'objectif pour France Boisson, c'est 0 émission sur ce périmètre-là en 2030. Donc on voit des objectifs quand même ambitieux pour de très grandes entreprises, hein, qui pèsent lourd dans le mouvement de marchandises dans les villes, mais aussi sur le territoire au sens global du terme. Un des plus grands transporteurs au monde, DB Schenker. Oui, DB Schenker donc, appartient au groupe Deutsche Bahn. Donc je vais évacuer la partie transport de passagers et donc on va se concentrer sur la partie transport de fret, donc aérien, maritime et routier avec de la logistique. On est donc opérateur mondial, ça revêt à peu près 2000 sites au niveau international, 2000 agences donc, 75 000 personnes à peu près, et on génère 10 millions de tonnes de CO2 sur une base annuelle. 40% de ce CO2, je vous donne des chiffres ronds, c'est de l'aérien, de la commission aérienne. Un avion, à peu près 1000 grammes de CO2 par tonne kilométrique, et un bateau, c'est beaucoup moins, c'est à peu près entre 5 et 10 grammes de tonnes de CO2 par tonne kilométrique. Donc on déplace beaucoup en bateau, mais on fait beaucoup plus de CO2 en avion, pour le faire très simple. L'engagement de cette entreprise sur notre carbone date de 2006. C'est là où on a pris le premier engagement et on a créé notre outil de calcul d'émissions de CO2, donc un outil qui s'appelle Ecotransit. Et on regroupe l'ensemble de nos expéditions. Donc on en fait à peu près 130 millions sur une base annuelle. Et on regroupe ces données dans une base de données centrale où on est capable de calculer les préacheminements, les tractions aériennes, maritimes, routières, ainsi que la distribution et en tirer un bilan carbone. Notre objectif de décarbonation scope 1, 2, 3, c'est la neutralité carbone pour 2040. Donc on a pour espoir de devancer les objectifs du Green Deal européen de 2050 de 10 ans. On a réduit entre 2006, donc notre premier engagement, et 2020 de 35%, donc avec des outils effectivement qu'on pourrait symboliser autour d'objectifs CO2 pour la France, mais évidemment ça touche le monde entier, donc nous on s'est approprié en France les outils plutôt qui émanent de l'ADEME, là encore, et avec les grands axes, conducteurs, énergie, véhicules et optimisation de tournée. Je fais un petit clin d'œil à droite. Et donc voilà, ça plante un peu le décor effectivement de l'enjeu, et l'enjeu écologique, il est évidemment majeur, puisque l'externalité négative du monde du transport et de la logistique pour nous, en tant que transporteurs commissionnaires, c'est le CO2. Donc il y a plein d'autres enjeux en termes de RSE, mais celui-là,
c'est celui qui pèse lourd. Oui, alors, fil rouge de la discussion qu'on va avoir, c'était l'heure des choix dans le titre que j'ai pu lire, mais il y a un autre fil rouge qui est la data, pour faire le relais avec Laure. Bien évidemment, nos métiers sont des métiers physiques parce qu'on envoie ce qu'on veut bien en voir, c'est-à-dire en gros des entrepôts et des camions. On oublie souvent qu'on est des consommateurs, donc on est tous responsables de nos choix par rapport à ça. Ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'on a des métiers de data. Qu'il n'y a pas d'optimisation sans data et il n'y a pas de maîtrise de nos processus sans data, que c'est l'or du futur, la data, certains le voient comme ça. Et on a un expert avec nous, Laure, avec qui on collabore pas mal d'ailleurs, donc voilà, tu peux nous présenter un petit peu ce que fait PTV dans le monde ? Oui, alors PTV, on est éditeur de logiciels. C'est aujourd'hui un groupe d'un peu plus de 800 salariés présents sur l'ensemble des continents et on accompagne en fait nos clients sur la planification et l'optimisation de leur flux, à la fois de marchandises et de personnes. Alors en tant qu'éditeur, et vous l'avez compris, on est fortement présent sur les sujets de la mobilité, que ce soit la mobilité des personnes et de ces marchandises. Je dirais un des leitmotifs quand même du groupe, c'était déjà vraiment d'inciter, alors on est éditeur, mais d'inciter les salariés vers des mobilités durables. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne pour nos salariés. Je vais donner un exemple tout simple. En Allemagne, on n'a pas des voitures de fonction, mais on a des vélos de fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a notre directrice marketing groupe qui n'a non pas une voiture, mais donc déjà voilà, le premier engagement, ça passe aussi, je dirais, par la philosophie et ce qu'on vient insuffler au sein des salariés. Après, Fabien l'a dit, c'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, on gère beaucoup de données pour le compte de nos clients et on travaille avec nos clients pour justement sur des sujets d'optimisation, de simulation. Et là, je pense qu'il y a un deuxième aspect important, c'est vraiment de, je dirais, sensibiliser à la fois les équipes, mais bien sûr les clients sur l'enjeu de cette donnée. Faire en sorte de mettre à disposition de la donnée qui soit pertinente et pas forcément inutile pour éviter de stocker, restocker et d'avoir finalement des tailles de serveurs et avoir cet impact sur l'environnement. Et ça, c'est aussi, je dirais, un des leitmotifs du groupe par rapport à tous ces enjeux autour de la donnée et de finalement ce qu'on en fait. Oui, alors, tu ne l'as pas expliqué, mais pour que tout le monde comprenne, 2 activités GPTV, il y en a une, c'est l'optimisation de tournée, donc on ne va pas vous faire de dessin, c'est améliorer les parcours des véhicules de livraison. Il y a un autre métier qui est beaucoup moins connu, qui est pourtant complètement stratégique, c'est l'analyse des mouvements des personnes. Donc demain, je construis un stade, j'ai besoin d'analyser comment les gens vont rentrer, comment ils vont sortir, y compris s'il y a une crise. Donc on va simuler les mouvements de population. Et donc ça aussi, c'est de la data, et ça, c'est un nouveau domaine d'expertise mondiale. Et voilà. Donc merci pour ce premier tour de table et un petit peu les engagements de vos entreprises. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le fond du débat, qui est de dire, bon, c'est bien, ma direction générale prend une orientation, prend des décisions pour préparer les 10, 15, 20 ans à venir de mon entreprise. Mais comment tout ça se transpose dans nos métiers, qui sont finalement assez concrets, et les premières réalisations, qu'est-ce qu'on peut, quand on est directeur transport, directeur logistique, qu'est-ce qu'on met en œuvre, quels sont les freins, quelles sont les choses positives, où est-ce qu'on a besoin d'être aidé. On parlait de Fred 21 tout à l'heure, de la UTF, il y a énormément d'organisations privées et publiques qui peuvent aider. Justine, côté Gémeaux, si tu peux nous dire 2 mots de ce qui est fait. Oui. Donc de notre côté, nos réalisations se tournent autour de 4 axes. Le premier, c'est le taux de remplissage des camions. C'est un peu le nerf de la guerre. Et pour pouvoir travailler cet axe-là, nous avons mis en place un nouveau contenant qui a été mis en place en collaboration avec toutes les parties prenantes de Gémeaux, aussi bien les sites logistiques que le magasin, pour faciliter le travail en magasin. Donc c'est un nouveau contenant qui est réutilisable, mais surtout, en fait, il permet l'optimisation sur tout le volume du camion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir empiler ce contenant pour qu'il puisse utiliser toute la hauteur du camion. Donc c'est un contenant, son petit nom pour Gémeaux, c'est le Gérol, qu'on continue de déployer et qui nous a déjà permis d'avoir des réductions d'empreinte carbone. Le deuxième axe, il tourne autour de l'énergie. Après avoir fait un test de 2 ans avec un partenaire transport sur des livraisons au biogaz, depuis avril 2022, nous réalisons 60% des livraisons au départ de notre plateforme Ouest.
avec cette énergie au biogaz. Pour nous, c'est un vrai gros levier pour atteindre notre objectif, notre engagement, puisque le biogaz, aujourd'hui, c'est l'énergie qui permet d'économiser 80% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça a nécessité effectivement un partenariat avec un transporteur. Le troisième axe sur lequel on a pu mettre en place, c'est sur les kilomètres parcourus. Nous avons mis en place deux nouvelles plateformes qui nous ont permis de réduire les kilomètres de distribution entre la plateforme et les magasins. Et enfin, le dernier axe sur lequel on a travaillé, c'est sur les achats de transport. Nous demandons à nos transporteurs d'avoir une démarche de réduction de leur gaz à effet de serre certifiée. Donc, dorénavant, tous les transporteurs Gémeaux doivent être soit labellisés, soit chartés objectif CO2, ou pour les commissionnaires, avoir la charte EVECOM. Pour Gémeaux, aujourd'hui, ce n'est pas que des effets d'annonce, on est vraiment en train d'industrialiser ce modèle, et pour pouvoir atteindre notre objectif de réduire de 15% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2023. Et est-ce que c'est facile à faire tout ça ? Ça prend du temps. Est-ce que c'est facile ? Il faut pouvoir prioriser. Donc c'est vrai qu'avec la partie Fret 21, ça nous a permis de prioriser. Mais ça nécessite beaucoup d'échanges avec les parties prenantes. Donc on voit sur le contenant logistique avec la logistique, sur l'énergie avec les prestataires, sur la partie achat avec l'acheteur transport. Ça nécessite de la collaboration. Et oui, c'est un peu long à mettre en place, mais on y arrive avec de la persévérance. D'accord. Gabriel, toi, le passionné de train, tu as... Oui, tout à fait. Donc, un des axes, effectivement, a été de recourir au report modal, c'est-à-dire de passer de la route sur le rail. On a à peu près une quinzaine d'usines qui vont sur le territoire européen qui vont nous livrer, et l'idée c'était de faire en sorte qu'on puisse être livré par voie ferrée. Donc actuellement j'ai 55% des approvisionnements, donc vous imaginez, avec on a 15% de part de marché en France sur un marché de 4 milliards d'euros d'électroménager. Donc il y a 3 millions d'appareils qui passent par la plateforme de tournant, et plus de la moitié sont pour l'instant livrés par voie ferrée, au départ de l'Allemagne à 90%, au départ de la Turquie, sur les usines situées sur la partie européenne de la Turquie. Et très récemment, donc ça c'est un scoop, j'ai réussi à faire en sorte que les 3 usines qui sont au nord de la Pologne soient aussi par voie ferrée. Et donc ce report modal était un de nos axes principaux. Et c'est clair que le gain, il est en milliers de tonnes de CO2. L'optimisation, telle que ça a été présenté par Justine, un camion, il doit être tout le temps plein. Qu'il vienne chez nous, il doit être plein, ou un wagon, il doit être plein. Et pareil, pour la livraison, ça doit être plein. Donc il y a de l'optimisation. On va avoir recours aussi à la mutualisation. On a nos 4 marques du groupe, Bosch, Siemens, Neff et Gagno, dans le même entrepôt. Donc on s'est mis en pool industriel. On a regroupé les 4 marques pour que justement on ait une taille critique pour avoir chaque fois des camions pleins qui puissent partir. Et toute la livraison sur le sud de la France, elle se fait en combiné rail-route. Là aussi, c'est à partir d'une certaine distance, le business model permettait effectivement d'avoir recours à ce mode de transport. Donc le report modal, c'est une priorité. Le taux de remplissage, c'est une priorité. L'optimisation aussi. Nos plaques de cuisson, c'est pareil. Avant, elles étaient stockées sur 2 mètres, 2 mètres 10. C'était pas assez haut dans un camion. Donc on a fait des groupes de 5. On les a transformés comme la taille d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, et on les superpose. Donc on peut remplir. Et ce projet-là, ça s'appelle Master Pack chez nous. Et aussi, vis-à-vis de nos transporteurs, on va aussi exiger qu'ils aient une empreinte carbone la plus propre possible. Donc il y a aussi ces 4 axes. Ce n'est pas du greenwashing, c'est-à-dire c'est factuel. On le met en place. Et pour anticiper ta question, Fabien, c'est difficile à faire. Raccorder les chemins de fer polonais aux chemins de fer français par l'intermédiaire des chemins de fer allemands, avec DB Transat ou Captrain, qui est la filiale SNCF allemande, c'est extrêmement compliqué. Et c'est un travail de longue haleine. Ensuite, il faut rester dans le business model. Donc, au départ, il est clair qu'il y a quelques années, tant que c'était plus cher, on n'y allait pas.
Maintenant, il y a un changement de paradigme dans les directions générales. Même à Isoku, on y va. Et là, avec les crises qu'on a sur l'énergie, la crise ukrainienne, il y a des fenêtres de tir pour basculer sur un transport plus propre. Et du coup, dans chaque crise, on apprend. Hein, on a des fenêtres de tir pour avancer dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment pas facile. Oui, on oublie souvent, quand on travaille dans nos métiers, que on nous dit, souvent on s'entend dire, oui, il suffit de changer la typologie véhicule, utiliser les trains, etc. La plupart des entreprises qui opèrent ces métiers sont à minima européenne, voire mondiale. Et si vous prenez à l'échelle européenne, il y a 18 pays, 18 langues, 18 réglementations qui sont par accord, 18 typologies d'infrastructures qui ne sont pas les mêmes. Donc en fait, mettre en place des processus innovants d'un point de vue RSE pour des entreprises internationales, ça se pose face à des freins qui sont des freins territoriaux, des fois, des freins juridiques spécifiques. Donc d'où ce que tu dis sur l'usage du train. On pourrait reprendre aussi la problématique de l'utilisation des barges. C'est pas très simple aujourd'hui de faire circuler des marchandises sur du fluvial. Pourtant, c'est forcément un des sujets qui pourrait être majeur pour livrer de façon responsable. Mais bon, c'est pas très simple et c'est coûteux. Donc on voit bien, hein, c'est pas que la volonté, c'est aussi la capacité à faire, et ça embarque un ensemble d'acteurs qui ne sont pas que les acteurs privés, c'est aussi les acteurs publics, c'est aussi les acteurs de liens internationaux. Jean-François, comment ça se passe chez France Boisson? Toi, tu es un peu plus national déjà pour le coup. Je suis un peu plus national, tout à fait. Dans un groupe mondial, mais avec un périmètre national. Donc, également, mes équipes sont en charge du bilan carbone de France Boisson. Donc, pour faire simple, 95% du bilan carbone de France Boisson, c'est du transport. Soit des transports au départ de nos fournisseurs industriels qui nous fournissent les boissons et qu'on va chercher chez eux plutôt pour livrer nos sites. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, pour livrer nos clients, on les livre à partir de notre flotte de camions. Donc, grosso modo, le bilan CO2, c'est à peu près 26-27 000 tonnes de CO2 qui se répartissent à quasiment moitié-moitié entre du transport amont presté et du transport aval, donc distribution client, opéré en propre avec nos camions de distribution. Donc avec un bilan carbone composé à 95% de transport, on s'est aussi naturellement tourné vers l'ADEME et son dispositif Objectif CO2 FRED 21, qui est regroupé sous le nom d'un programme qui s'appelle le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Et donc on s'est appliqué sur la partie flotte propre à s'inscrire dans l'objectif CO2 pour avoir une mesure la plus précise et la plus pertinente possible de nos émissions. On a travaillé avec les équipes d'Objectif CO2 pour finalement activer toutes les fiches qui permettaient de réduire nos émissions. Donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est le renouvellement de notre flotte pour avoir des camions et moderniser notre flotte de camions. On est encore sur du camion thermique. Cette flotte modernisée, on l'a équipée de systèmes télématiques qui permettent d'animer nos conducteurs et d'avoir une mesure parfaite des consommations de chaque véhicule, des kilomètres parcourus et inciter à l'éco-conduite. Nous sommes en train de basculer une bonne partie de notre flotte. On a un plan sur 4 ans pour déployer des cuves de biocarburant que nous allons implémenter sur nos sites. Donc c'est un biocarburant qui est fabriqué à partir d'huile alimentaire recyclée, qui s'appelle le XTL, et qui a été validé il y a quelques semaines par l'ADEME avec un bilan carbone de moins 83%. Et c'est un carburant aussi qui est parfaitement miscible et utilisable avec des camions tout à fait standards. Donc on est encore sur l'utilisation de camions thermiques, mais on est déjà sur une réduction très massive de nos émissions. Et l'étape d'après qu'on a déjà entamée, c'est le switch de camions thermiques vers des camions électriques sur batterie, qui se prêtent très très bien à notre activité, puisque en fait nos camions opèrent essentiellement le matin, roulent assez peu, puisque nos tournées moyennes font moins de 100 km. On est vraiment dans des organisations de distribution, j'en ai peu parlé, mais une optimisation permanente de nos tournées clients pour que chaque camion parte le plus optimisé possible, le plus saturé en tonnes ou en kilos de marchandises, et avec le moins de kilomètres à parcourir. Donc ça, c'est un travail permanent des équipes distribution pour optimiser ça. Et donc le camion électrique va nous permettre en fait
d'avoir une activité complètement à la fois décarbonée et exempte aussi d'émissions de polluants, puisque c'est un autre enjeu pour un opérateur tel que France Boisson, qui livre près de 60% de ses clients en milieu urbain, de pouvoir opérer sans émettre ni CO2, ni polluants, ni particules. Voilà. Oui, juste pour un peu de perspective, France Boisson, une des particularités, c'est que c'est des marchandises extrêmement lourdes. Tout à fait. Donc ça fait partie des enjeux que nous avons aussi, c'est qu'on doit pouvoir continuer d'opérer dans les zones à faible émission, continuer de livrer des bars et des restaurants avec des clients sur lesquels on va livrer 500 kg, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, un très grand bar, un grand établissement de centre-ville en zone piétonne peut générer 5 à 6 tonnes de livraison de boissons par semaine. Et donc on ne peut le faire qu'avec des camions poids lourds et avec des moyens lourds. Et même si ça paraît contre-intuitif pour le citoyen, c'est le moyen le plus efficace qu'on puisse utiliser pour faire notre métier et déranger à minima, je dirais, la vie du citoyen. On est vraiment dans le croisement de la contrainte de ce que je dois produire et les engagements que je veux prendre. En fait, côté DB Schenker, je sais que vous jonglez en permanence entre la réalité opérationnelle et la volonté internationale. Donc, Oui, je vais essayer de me cantonner à la partie nationale, hein, aux demi-million de tonnes de CO2 que génère la France. Je vais reprendre les axes, je trouve qu'ils sont pas mal. Objectif CO2, FCOM, programme EV, je pense qu'on peut ancrer finalement notre réalité dans ce programme qui a été plutôt très bien conçu. Formation, je pense que l'axe primaire, c'est la capacité de pouvoir passer cette notion de responsabilité à tous les échelons d'entreprise. Donc évidemment des LMS, des formations sur site, des relais environnement, l'éco-conduite pour les conducteurs, l'éco-conduite pour les commerciaux et toute la flotte propre. Enfin, voilà. La formation, je pense que c'est un vrai pilier, la compréhension de qu'est-ce qu'on est en train de vivre et quels sont l'enjeu de l'entreprise. Et on met beaucoup d'énergie sur cette partie formation qui va très loin, hein, puisque ça va jusqu'à l'éco-conduite et au renouvellement de ces formations. L'axe véhicule, il faut comprendre le marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché en ce moment? En plus, c'est très troublé. Hein, je veux dire, le temps de commande des véhicules et de leur arrivée, il faut compter plus d'1 an. Hein, donc on n'imagine pas trop. Hein, on veut un camion et puis il arrive plus d'1 an plus tard. Et puis dans quelles conditions? Ce qu'on voulait n'arrive pas exactement. Donc on teste des véhicules. On fait tout ce qui est lié au report modal, hein, ça a été évoqué avec le ferroviaire, mais c'est aussi valable pour la cyclo-logistique. On a lancé, nous, maintenant, 24 villes en France sur lesquelles on livre en vélo. Hein. Le vélo, ça représente, pour un transporteur comme nous, on fait à peu près 80 000 expéditions par jour. Il y en a presque 2% qui sont livrés en vélo, sur des vélos cargo, et le poids moyen est important. Hein. On monte le vélo livre autant qu'un 12 tonnes sur une journée. C'est-à-dire à peu près 2,5 tonnes, 3 tonnes par jour, un vélo, qui fait de la livraison urbaine. Donc c'est colossal. La partie report modal aussi avec le fluvial. Alors on s'y accroche, mais on a du mal. C'est compliqué. Il y en a qui l'ont fait. Nous on n'est pas arrivé à mettre une partie des marchandises sur le fleuve. Mais voilà aussi des axes. Et évidemment le ferroviaire, mais ça a été mentionné. L'axe énergétique, lui, donc notre objectif, c'est électricité, hydrogène. Alors, batterie et hydrogène, pour le dire autrement, hein, stockage de l'énergie, soit sous forme de batterie, soit sous forme d'hydrogène. Courte distance, batterie, plus longue distance et poids lourd, hydrogène. Et puis, entre-temps, évidemment, il y a des énergies de transition. Et donc, là, on a un certain nombre d'énergies de transition, que ce soit le biogaz, le XTL, le HVO, le B100, voilà, à peu près les grandes familles qu'on utilise de manière sporadique, plutôt pour comprendre comment ça fonctionne et aussi pour déployer dans des secteurs sur lesquels on a des contraintes aussi, soit clients, que certains représentent ici plutôt sur ma gauche, soit réglementaires, et ça a été mentionné par les ZFE. Donc voilà, l'axe énergétique très important, et il est de plus en plus important, effectivement. Et puis le dernier qui est représenté sur ma droite, avec toute la partie optimisation, massification. Donc massification, c'est l'ADN, hein, d'un transporteur. Nous, on ne vit que parce qu'on est capable de mettre plusieurs clients dans un seul et même camion.
Donc c'est vraiment notre ADN. Et comment on pousse ça à l'extrême, je pense qu'il faut pas... Enfin, la plupart des transporteurs dont on fait partie n'ont une réalité que s'ils y arrivent. Si on n'est pas capable de faire ça, finalement on disparaît du marché. Il y en a beaucoup qui ont disparu parce qu'ils ne sont pas arrivés à massifier de manière significative. Et donc on a aussi on a notre palette directionnelle, ce qui fait qu'on peut même massifier sur une unité de manutention qui est plus petite et sur laquelle on route nos marchandises dans ce réseau avec les 750 agences européennes, de telle manière à, là encore, faire en sorte que les camions soient pleins et fassent le moins de kilométrage à vide possible. Donc voilà, les 4 axes, je trouve que c'est facile de les reprendre et de bien les photographier. Je les répète, donc la partie formation, la partie véhicule, la partie énergie, et puis tout ce qui touche à la data. Côté, PTV, toi tu ne veux pas changer tes camions, vu que tu as pas de camion pour le coup, mais ma question c'est plutôt tous les clients de PTV, donc principalement des très grandes entreprises de transport et de logistique, la Poste, on travaille avec tous les grands aujourd'hui. C'est quoi leur demande depuis une dizaine d'années? Comment les choses changent et comment PTV doit adapter ses produits à toutes ces nouvelles demandes et à tous ces engagements que prennent vos clients? Alors, c'est vrai, Fabien, en fait, on a vu vraiment en 10 ans, pour moi, un vrai tournant, et ça a été exprimé là à travers, que ce soit industriel, distributeur et même transporteur. En fait, quand un client arrive aujourd'hui, et certes, il a un sujet en général d'optimisation, mais aussi de mesure de ses taux de CO2. Donc c'était aussi important pour nous d'intégrer dans nos API, dans nos logiciels, ces mesures-là pour, quand on fait un travail sur des simulations, pour justement mesurer le delta entre une situation initiale et une situation optimisée. Après, c'est vrai que la techno, quelque part, elle doit aussi aider les entreprises à trouver finalement les schémas d'optimisation les plus cohérents, à la fois d'un point de vue économique, mais bien évidemment également d'un point de vue économie d'énergie et in fine, on l'a tous compris, économie de CO2. Et c'est vrai que là, on voit 2 aspects. On voit à la fois un aspect sur l'optimisation des plans de transport. Aujourd'hui, quand un grand groupe, que ce soit un colis, un messager vient, bien évidemment, l'enjeu, ça va être la distribution urbaine. Comment est-ce qu'il optimise son plan de transport? Comment est-ce qu'il optimise ses véhicules? Comment est-ce qu'il fait en sorte, finalement, Gabriel l'a rappelé, de minimiser les kilomètres à vide? Je dirais que c'est le leitmotiv. Et ça, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on nous le demande, de plus en plus au vu des enjeux qui existent. Et il y a un deuxième aspect qui est arrivé un peu plus fortement sur les dernières années, et là aussi c'est très bien expliqué par rapport aux différents contributeurs, c'est l'optimisation du chargement. Et là encore une fois, la techno, elle permet aujourd'hui de venir aider justement via l'intégration dans des systèmes d'info de nos clients, via l'intégration de cette techno chez certains de nos partenaires, de venir travailler réellement les plans de chargement, que ce soit d'un véhicule ou d'un conteneur. Donc on voit les différents leviers, que ce soit sur l'optimisation des flux en tant que tel, sur l'optimisation des chargements, vraiment s'activer. Il y a un dernier point aussi qui est aussi, je pense, important à souligner dans les évolutions qu'on a pu connaître, c'est toutes les simulations qui sont faites par rapport aux différentes typologies de véhicules qui sont aujourd'hui mis à disposition des transporteurs, et comment faire en sorte justement d'utiliser au mieux les ressources qui sont rares, qui sont longues à arriver, et adaptées finalement aux différents contextes de distribution que nos clients peuvent connaître. Alors, pour aller un peu plus loin dans le sujet, un des grands enjeux de la gestion, et en particulier des zones urbaines denses, parce que la logistique, évidemment, ça assure un territoire, mais le plus grand combat des logistiques mondiales, c'est la gestion des grandes villes. Vu que les bassins de consommation se concentrent et que la population continue à grandir, il se trouve qu'elle se concentre plutôt dans des zones qui grandissent elles-mêmes, et c'est là où on a les nœuds logistiques les plus complexes. Un des grands débats de nos métiers, c'est la mutualisation des flux. Je le disais tout à l'heure en propos introductif, c'est un grand débat. Comment optimiser déjà, est-ce que je disais Ariel tout à l'heure, c'est commencer par bien charger, etc. Mais c'est surtout d'éviter des milliers de camions. Si vous prenez la rue de Rennes tous les jours, il y a je ne sais pas combien de magasins de chaussures, il y a je ne sais pas combien de camions qui vont livrer ce magasin de chaussures. N'importe qui pourrait se dire, s'il n'y avait qu'un seul camion qui livre toutes les boutiques, ce serait peut-être un peu plus intelligent. C'est, sur le papier, oui, dans la réalisation, extrêmement complexe.
Et j'aimerais vous faire réagir sur ce sujet de c'est quoi l'avenir, comment est-ce qu'on peut mutualiser. Bon, même si pour certains, c'est déjà extrêmement massifié, hein, j'entends que François Boisson, là, c'est encore un cas à part. Mais il y a quand même des choses à faire. Quelqu'un veut réagir sur le sujet de mutualisation? Gabriel? Oui, puis tout d'abord, une remarque. On parlait de formation en interne chez nous, mais aussi, il faut savoir que plus vous accélérez la supply chain, plus elle va consommer de carbone. Donc déjà, si nous, on mutualise, et si nous, on prend le temps d'optimiser un véhicule, ce temps-là, ça ne sera pas du temps de livraison. Et donc derrière, il faut réfléchir aussi en disant, si je le veux tout de suite, je vais consommer du carbone. On parle de l'aérien. Si je fais du fret aérien, c'est extrêmement rapide. Mais comme disait Tariel, c'est extrêmement consommateur. Donc déjà, en termes de formation, celui qui va commander son produit ou qui va le récupérer, il doit aussi y avoir un changement de paradigme dans sa tête. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Je commande mon livre Amazon tout de suite premium, mais je vais le lire, il va rester sur ma table de chevet pendant 15 jours. Pourquoi je l'ai eu en 24 heures? Parce que j'ai forcé la supply chain. Et donc, du coup, il faut quand même que ça se fasse, on va dire, jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'utilisateur. Et ça, je pense que c'est important. Après, pour répondre à ta question, tout seul, on n'y arrive pas. Et là, tu as entièrement raison. Même si nous, avec nos 4 marques, on a réussi à mutualiser, on n'y arrive pas. Et du coup, on va travailler ensemble. Et je pense qu'il faut maintenant ouvrir nos portes, ne plus être dans des tours d'ivoire, et même parfois avec des concurrents, de pouvoir dire, mais c'est les mêmes produits. On va livrer un même magasin Darty, ou entrepôt Darty, un même entrepôt boulanger. Pourquoi ne pas optimiser? Et on commence à le faire. Alors même des fois, on le fait sans le dire aux directions générales, sans le dire aux commerciaux, mais forcément, ça passe par ça. Et si on veut le faire bien, effectivement, dans une zone de fabrication, dans une zone où il y a des entrepôts logistiques, on peut céder. Il faut savoir aussi que le report modal coûte cher. Parce que le camion, c'est vrai qu'il va livrer, qu'il va venir, il ne coûte rien à l'entreprise. Il coûte à l'État, avec l'infrastructure, mais il ne coûte rien à l'entreprise. Mais quand on met un embranchement ferroviaire, quand on a un opérateur ferroviaire de proximité, etc., l'entreprise, elle paye pour réduire son empreinte carbone. Et aussi, en collaborant, elle va pouvoir réduire ses coûts fixes. Donc on cherche à avoir différents partenaires, effectivement, pour pouvoir avancer dans ce domaine. Je vais prendre... en fait, ce n'est pas un problème pour nous. C'est pas un problème. 13% de nos émissions de CO2, c'est ce qu'on appelle le camionnage, enlèvement-livraison. En France. Hein. En France, 13%, donc c'est beaucoup, mais c'est une petite partie. Hein. Et là, je parle enlèvement-livraison, donc incluant hors les villes, c'est-à-dire le camionnage qu'on peut faire en périurbain ou même en campagne. On vient de parler de carbone là, depuis le démarrage. Le carbone, on le fait certes avec les véhicules qui vont en centre-ville, mais on l'a rappelé, je veux dire, il y a des solutions techniques, ou du moins énergétiques, qui vont doucement le gommer. Le grand enjeu du CO2, c'est la longue distance, c'est les tractions, c'est l'international, c'est le maritime, évidemment, c'est l'aérien, c'est les tractions. On fait, nous... Rien qu'en France, on fait 7 fois le tour de la Terre avec nos camions, avec nos semi-remorques. 15 000 trains. C'est là où il se fait. Hein. 40% de notre CO2, il est là. Hein. L'affrètement, les gros lots, c'est les autres 40%. Hein. Puis après, il nous reste un petit peu. Donc, et puis ensuite, en tant que transporteur, notre ADN, c'est la mutualisation, c'est la massification. Donc, allez, je fais une caricature, mais on ne se sent pas extrêmement concerné. On peut progresser indéniablement, mais je crois que pour les questions de réchauffement climatique, ce n'est pas l'enjeu. Après, on a un enjeu de santé publique. C'est aussi de la RSE. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, les ZFE. Et les ZFE, les vignettes critères, ce n'est pas le CO2 dont on parle, hein, c'est les polluants. Donc voilà, soyons clairs sur ce que l'un et l'autre identifient comme problématique. Il me semble que l'enjeu mondial, c'est le réchauffement climatique. Et que le transport a une tendance toujours à augmenter ses consommations, ou du moins sa production de CO2. Donc, où est-ce qu'on doit mettre nos CAPEX? Où est-ce qu'on doit investir en tant que transporteur et chargeur, du reste? C'est là où on a les plus grosses émissions. La livraison urbaine, certes, c'est un enjeu de santé publique, certes, c'est un enjeu de sécurité, certes, c'est un enjeu de circulation dans les villes. Au niveau du carbone, ben, ça ne se passe pas si haut que ça. Il faut voir le référentiel RSE de la DGITM pour bien comprendre, bien dissocier les deux éléments. Donc attention de ne pas amalgamer.
Alors, c'est très très juste remarque, même si, vu par nos politiques, autre sujet. Non, mais autre sujet. Parce que dans les villes, mais ça vous concerne vous aussi, c'est-à-dire que dans les villes, qu'est-ce qu'on voit? On voit les camions. On les voit beaucoup moins sur les autoroutes, mais dans les villes, on les voit. Et donc là, l'enjeu de la mutualisation est réel. Et la pression qu'on a, nous, professionnels du secteur, elle est quand même très forte là. Moi, je voulais vous faire un petit focus avec Laure. Je vais vous dire un truc très bête, peut-être vous choquer, mais en fait, on n'a pas la moindre idée des marchandises qui circulent dans la ville. On va me dire, bah, c'est complètement con, bien sûr que si, ça fait des années qu'il faut des études, machin, il y a plein de camions, machin. En fait, non. Moi, ce que je veux savoir, demain, je ne sais pas dans quel arrondissement on est ici, je ne suis pas très parisien, mais qu'est-ce qu'il y a comme carottes qui ont circulé aujourd'hui, comme tomates, là, dans cet arrondissement-là? En fait, on n'en sait foutre rien. On sait vous dire le nombre de véhicules qui circulent et la typologie des véhicules. Ça, on sait à peu près le dire, le poids, machin. C'est juste pas ce qu'il y a dedans. En fait. Et pour parler de mutualisation, il faut passer par ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est un enjeu majeur. Parce qu'une fois que je sais ce qui circule dans une zone géographique donnée, que j'ai la réalité des marchandises par typologie de marchandises, parce qu'évidemment, je ne trimballe pas des carottes comme je trimballe du e-commerce ou comme je trimballe des t-shirts pour Gémeaux. Voilà. Donc, j'ai besoin de le savoir. Et une fois que je le sais, je peux donc modéliser des choix réglementaires si je suis un élu de la République. Et je peux aussi m'adapter si je suis un professionnel du secteur. C'est ce qu'on essaye de faire avec plusieurs personnes qui sont autour de cette table et qui sont engagées dans un programme qu'on appelle Evolu, porté par France Supply Chain, par le Club des Metteurs aussi et par l'Institut du Commerce. Evolu, l'idée, c'est d'arriver à construire un modèle mathématique sur une zone géographique donnée qui nous donne une vision précise des marchandises. Et je viens des marchandises aussi circulantes. L'idée, c'est de donner le moyen derrière à des élus de la République de dire demain, je vais pouvoir modéliser. Donc demain, je change les réglementations. Ou demain, nous, professionnels, on a par exemple des nouveaux outils, donc de nouvelles typologies de véhicules, par exemple. On va voir quel est l'impact que ça peut avoir dans les modèles. C'est du jumeau numérique, si vous préférez, de la structuration des marchandises circulantes. Est-ce que la partie technique peut nous en dire un mot? Parce que c'est toi qui portes le sujet technique. Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est, voilà, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui PTV, et Fabien l'a rappelé, on est à la fois positionné sur l'optimisation des flux de marchandises et de personnes. Et là, pour nous, c'est vraiment un sujet qui réunit finalement, même technologiquement, ces deux univers. On va récupérer, on récupère en fait des données de personnes qui viennent collaborer. Dont DB Schenker. Dont DB Schenker, tout à fait. Oui, c'est parce que j'ai dit ça que je comprends pas. Qui contribue justement à ce projet-là. Et d'un point de vue techno, en fait, l'idée, c'est vraiment déjà, il y a un gros travail sur, bien évidemment, l'anonymisation de ces données-là, mais de pouvoir les projeter et de les cartographier au final sur des cartographies qui sont aujourd'hui utilisées pour visualiser tous les flux au sein des villes. C'est des outils qui sont utilisés avec des grandes villes aujourd'hui, et ça va nous permettre, et l'approche finalement de partir réellement de ces marchandises en s'affranchissant finalement du contenant va permettre réellement, visuellement, mais au-delà de ça, d'analyser finalement tout ce qui rentre sur un territoire bien défini pour mieux comprendre et du coup mieux finalement anticiper les solutions et les approches qui pourraient être faites demain au niveau des villes. Aujourd'hui, vous êtes tous les bienvenus pour venir nous en parler et venir collaborer dans le programme Evolu. C'est ouvert. Le pilote, la phase de construction est faite sur la zone Paris-Seine-Ouest, donc c'est 8 communes de la région parisienne, Meudon, Boulogne, etc. Donc voilà, on expliquera. Toutes les entreprises sont les bienvenues. L'idée, c'est de pouvoir donner au pouvoir public dans quelques temps ce fameux jumeau numérique et qu'il soit duplicable à l'infini. Demain, j'ai eu cette discussion avec le maire de Blois qui était très intéressé. On a discuté aussi avec la mairie de Nice. Ça peut être déployable partout. Au moins, l'élu pourra prendre en ayant simulé, pourra prendre des décisions et tout le monde peut être collaboratif dans le sujet. Est-ce qu'il y a Alors, toi, je sais qu'on avait commencé à en parler, hein, d'ailleurs, de Evolu, mais France Boisson, c'est un peu particulier quand même, parce que pour le coup... Oui, parce qu'en fait, notre plan de transport ou les tournées de livraison clients sont déjà optimisées, c'est-à-dire que, si tu prends une grande métropole comme Paris, le camion il va partir avec 10, 11, 12 clients directement de notre plateforme, qui est souvent située au plus proche des centres-villes. On a
On a lutté pour garder nos espaces logistiques au plus proche des villes pour éviter d'arriver de la grande banlieue. Donc nous, on est typiquement sur Paris, on est sur Gennevilliers ou Bonneuil-sur-Marne, hein, sur les ports. Le camion, il va faire 3 rues, 2 places, et il aura livré l'ensemble de ses clients en quelques centaines de mètres ou en quelques kilomètres. Et quand on est en milieu rural, le village, tel village qui a 3 bars, on va aller le livrer tous les lundis ou un lundi sur 2, de sorte que le camion ne va pas aller se déplacer. Et voilà, tout est organisé pour que le camion récupère les consignes. Oui, tout à fait, parce que c'est une autre spécificité de notre métier, c'est que 80% par exemple, si je prends le marché de la bière, 80% des bières que vous allez consommer pendant vos vacances ou pendant vos temps de loisirs dans les bars et restaurants vous sont servis au départ de fûts. Donc il faut savoir qu'un fût de bière, c'est 20 litres, 30 litres de bière. Donc c'est 120 ou 80 unités de consommation. Et ce fût, on va le récupérer avec le camion. De la même façon, on va récupérer aussi toutes les bouteilles de verre consignées, notamment d'eau minérale des grands minéraliers. Et ces emballages, on va surtout les réutiliser quasiment à l'infini. On a des fûts de bière qui ont plus de 50 ans dans nos dépôts et qui continuent de tourner. Ils sont retournés aux brasseries, ils sont nettoyés, re-remplis et repartent dans le circuit. Ce qui fait qu'on génère en fait 50% des volumes qu'on livre à nos clients, on les récupère sous forme d'emballage. Voilà. Donc on a un marché qui est très, très circulaire. C'est vraiment très particulier. Est venu le temps des questions-réponses à nos intervenants. Donc c'est ouvert, on a une dizaine de minutes devant nous. Je vous demande juste de vous présenter, donc nom, prénom et quelle entreprise vous représentez quand vous posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, moi je suis Nathalie Lance et je suis créatrice de la méthode Lance pour l'adaptation des entreprises au changement climatique. Et en fait, je me dis que là, j'ai beaucoup entendu parler d'atténuation des gaz à effet de serre. Est-ce que vous vous adressez ou vous réfléchissez aussi à l'adaptation? C'est-à-dire que si vous regardez les scénarios de l'ADEME ou quoi, vous voyez qu'on est à peu près d'accord que pour dire qu'il faudra réduire les transports, qu'il faudra faire des choses beaucoup plus locales, qu'il faudra, en termes d'énergie, effectivement, beaucoup changer. Mais ces questions-là, qui dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, seront très différentes des problématiques actuelles, est-ce que vous y réfléchissez aussi? Je veux dire, la logistique, c'est une partie. Nous, nos produits, ils doivent être éco-responsables. Donc, il y a l'indice de réparabilité, il y a l'indice d'énergie, il y a effectivement l'emballage, etc. Donc, c'est un tout. Il se trouve que dans une entreprise, effectivement, ce qui va déplacer les flux, c'est la logistique. On essaie d'apporter notre vision et notre savoir-faire. Mais après, il est clair que les produits en eux-mêmes, les prestations, le service, les entrepôts, etc., c'est un tout. Donc ça, c'est important. Et donc, sur la partie carbone, c'est bien, mais forcément, les entreprises, elles ne vont pas s'arrêter à ça. Et sur le groupe Bosch, il ne s'arrête pas à ça. C'est clair. C'est ce que je peux dire à aujourd'hui. Un complément de réponse, effectivement, sur la partie... la RSE, c'est un domaine extrêmement vaste. Nous n'avons touché pratiquement qu'à la question du CO2 et on est rentré un peu sur les sujets... De particules par le truchement des ZFE. Effectivement, l'adaptation est un enjeu majeur. La partie, pour les transporteurs logisticiens, la partie immobilière est probablement l'axe central de la question de l'adaptation. On identifie effectivement qu'il y aura une réduction, et on le voit déjà, des distances parcourues par envoi. Il y a de la relocalisation de la part d'un certain nombre d'industriels. Nous avons, auprès de nos bâtiments aussi, une transformation assez massive pour les rendre eux-mêmes moins impactants, déjà sur la biodiversité. Ces bâtiments, on va dire, prennent des espaces, donc on essaye de les réduire, de les rehausser, de leur faire produire de l'énergie. Il est évident que demain, la production énergétique locale pour la consommation locale, c'est un des axes stratégiques sur lesquels on travaille. Et puis ensuite, la relocalisation de nos entrepôts. Si on a vu effectivement la naissance de beaucoup d'entrepôts plutôt dans l'Est, Est de l'Europe,
est du monde, on est en train de réinvestir finalement sur des entrepôts donc de nouvelle génération, localisés plutôt plus proches finalement des consommateurs pour tacler la question de l'économie circulaire, du producteur local et de la capacité de pouvoir redistribuer la marchandise localement. Et on voit et on s'organise dans ce sens-là. Donc effectivement, c'est un des volets de l'adaptation de nos chaînes de gestion des volumes qui sont remis par les industriels. Et on commence à sentir effectivement des tendances assez lourdes. Bonjour, Nicolas Sala, Société IP3. On a entendu des actions qui semblent intéressantes sur les optimisations des chargements de camions, par exemple avec l'optimisation sur la hauteur. Il y a un constructeur automobile qui disait « Light is right ». Est-ce que vous avez travaillé sur les actions du poids? Parce qu'en l'occurrence, à chaque fois qu'un camion quitte une usine, il y a, je ne sais pas si tout le monde s'est posé la question, mais il y a 1 tonne minimum pour un camion complet, il y a 1 tonne de poids mort dû au produit qu'on appelle la palette. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été prises en compte sur la palette? De notre côté, on a beaucoup plus travaillé à optimiser notre contenant, puisqu'aujourd'hui, historiquement, on était sur un contenant qui n'était pas optimisé en termes de taux de remplissage. Donc on a cherché à développer ce produit de façon à ce qu'il puisse juxtaposer pour diminuer notre flux de camions sur les routes et bien optimiser tout le volume du camion. Nous, on a avancé sur des chargements de conteneurs sans palette, avec des électroménagers en vrac, avec ce qu'on appelle le slip tarp. Et donc, c'est une bâche qui est posée au fond. Elle a des ourlets, un peu comme un rideau. Et donc, le chariot à fourche, il a une tringle. Et donc, on va reculer tout doucement et on sort la marchandise comme ça et on reconditionne après la palette pour la mettre dans les racks. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on a faites. Et ensuite, un certain nombre de ces bâches après retournent après à l'expéditeur. Donc c'est recyclable et réutilisable. Ouais, quelques éléments complémentaires, donc échange palette, Europalette, enfin, ça c'est un élément, je veux dire, c'est banal de le dire, mais on gère l'échange palette pour les industriels. Palette avion aussi ont beaucoup progressé avec le retour aussi de matières d'un pays à un autre en fonction des flux. Et puis après, ce qu'on fait est là pour gérer finalement les volumes et optimiser les volumes. Donc l'ensemble de nos semi-remorques sont en double plateau, double chargement, pour pallier effectivement à l'incapacité du gerbage des marchandises. Et puis, on va dire en termes politiques, on essaie de pousser aussi l'accroissement à des tailles plus importantes de véhicules. Donc, sujet parfois délicat, ça a été mentionné, mais un gros camion, c'est aussi bien qu'un gros bus. Il vaut mieux se balader à plusieurs dans un gros bus plutôt que peu nombreux dans une voiture tout seul, l'autosolisme. Donc, je fais le parallèle avec les personnes, mais un véhicule de taille importante, et il y en a qui ne s'y trompent pas, les pays du Nord utilisent ce qu'ils appellent des éco-combis, des véhicules donc de grande dimension. Alors je ne vous parle pas des Australiens et des Américains, mais en Europe, l'éco-combi, donc 32 mètres, 2 semi-remorques l'une derrière l'autre, permet d'économiser 50% de CO2 en tractant deux semis raccrochés avec un dolly au milieu, et donc une capacité d'emport pour un moteur du même acabit. On passe de 470 chevaux à 510, mais c'est pas une montée très importante. Donc voilà, oui, il y a des vraies initiatives sur le poids des marchandises. Plus on charge lourd, et mieux c'est en fait. Oui, bonjour, je suis dans le fond là. Pierre Jacquet, responsable RSE au sein du groupe Avril. J'ai une question peut-être pour PTV. En tout cas, c'est en réaction à une remarque de DB Schenker sur le fait qu'aujourd'hui, les commandes de camions ont des délais très importants, de 1 an, voire 1 an et demi, c'est ça, est-ce que le rétrofit, alors je ne maîtrise pas trop, mais de ce que je comprends, c'est adapter un camion pour qu'il puisse utiliser par exemple du B100 ou d'autres carburants alternatifs ou d'autres technologies. Est-ce que c'est une vraie opportunité, une tendance de fond, quelque chose qu'on pourrait accélérer ? Alors, je pense que c'est plus pour mon collègue de gauche. Nous, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement,
par rapport au sujet qu'on traite et qu'on aborde avec nos clients, oui, on a de plus en plus, on a ces types de demandes, notamment dans les simulations. Donc on voit bien qu'il y a, je dirais, un vrai intérêt des chargeurs. Et pour nous, c'est clé d'intégrer ces éléments-là dans nos outils d'Optime. De la même façon qu'on est en train d'intégrer tout ce qui est, on intègre déjà toute une partie de la notion de ZFE, parce que voilà, on se rend bien compte que les gens ont besoin d'aide pour justement simuler, positionner, voir les impacts que ces mesures ont. Après, je passe peut-être la main sur cette notion de rétrofit. Oui, absolument. Tout à fait raison. Le rétrofit, on a un cadre. On a la chance en France d'avoir un cadre réglementaire fantastique sur le rétrofit. Il y a 2 ans, avril 2020, si je ne m'abuse, ou 2019. Nous avons la possibilité de transformer un véhicule thermique en véhicule alternatif sans demander l'autorisation au constructeur s'il a plus de 5 ans. Je le fais hyper simple. Ce qui permet, et c'est ce qu'on a fait, de prendre des véhicules thermiques classiques, c'était des Ducato, de retirer la chaîne cinématique et le moteur thermique et d'y placer des batteries et un moteur électrique. Et donc c'est pour ça qu'il y a 5 ans, on a commencé à tourner avec des petits véhicules électriques, enfin des 20 mètres cubes, c'est pas si petit que ça, en full électrique. Ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est du rétrofit de semi-remorques, donc des tracteurs Renault 44 tonnes, la T430, pour les transformer en hydrogène. Donc les constructeurs, vous l'avez noté peut-être, les constructeurs, enfin l'hydrogène vert est un moyen de décarboner la chaîne de transport. Il n'existe pas de tracteur hydrogène, beaucoup d'effets d'annonce, mais là concrètement, si on veut en commander un, il n'y en a pas. Donc on s'est lancé avec un chargeur à transformer donc 10 véhicules, donc 10 Renault T430 en hydrogène. Donc on a retiré là encore le moteur, on y place une pile à combustible, on y met des réservoirs et grâce à de l'hydrogène vert, donc on repasse par cette pile à combustible et on génère en fait de la motricité électrique qui rejette de l'eau. Donc oui, le rétrofit est un vrai moyen de transformer et on peut le retrouver effectivement sur d'autres énergies. Donc le B100 en fait partie et d'autres. Et là, on va dire c'est encore plus simple. Je veux dire, les modifications sont très peu coûteuses et donc il y a un vrai vecteur. Après, tout dépend des stratégies des transporteurs en la matière. Est-ce que le B100 aura, et là je ne veux pas faire de polémique, est-ce que le B100 aura la capacité de fournir l'ensemble de la chaîne de transport eu égard aussi à l'alimentation qu'elle se doit de donner? Voilà, on rentre sur ces questions-là qui sont aussi légiférées au niveau de nos représentants sénateurs et parlementaires. Je suis désolé, mais on va être pris par le temps. Je vous invite soit à venir nous rencontrer ici, soit à rejoindre ceux qui le souhaitent sur le stand de Fred 21. PL36, on a promis qu'on en ferait la promotion, donc vous êtes le bienvenu, enfin les bienvenus. Excellente soirée, bonne fin de salon à tous. Et puis, je suis dans une prochaine discussion.